Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. Création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en a signé le décret. L'instance aura 2 mois pour remettre un avant-projet de loi portant constitution. Le dialogue de Tanger, la conférence internationale qui s'est tenue le 10 juin dernier au Maroc, s'est penchée sur la question de la coexistence interreligieuse et sur le dialogue interculturel. L'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a une nouvelle présidente en la personne de Monica Geindo, la Première Dame de Namibie, élue au cours de la 26e Assemblée générale de cette organisation. On ouvre ce journal par ce nouveau drame au Soudan en lien avec de nouveaux affrontements tribaux dans lesquels au moins 100 personnes ont été tuées dans la région de Kolbous, près d'El Geneina, la capitale du Darfour Ouest. Ces violences ont débuté la semaine dernière selon les autorités locales. Elles seraient nées d'un conflit foncier entre 2 membres de différentes communautés. Le bilan fait également état de 14 villages incendiés dans cette région, souvent le lieu de ce type d'affrontement opposant à tribus arabes et tribus non arabes. Ce lundi 13 juin marque le départ officiel de l'armée française de la base militaire de Ménaka, située dans le nord-est du Mali. La base de Ménaka, ouverte en 2018, se trouve dans la région des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Elle hébergeait entre autres le groupement des forces spéciales françaises, mais aussi des soldats de la force européenne Takuba. La France va ainsi remettre le commandement de la base aux forces armées maliennes. Ce retrait intervient alors que cette zone connaît une importante dégradation sécuritaire avec une recrudescence des offensives du groupe État islamique depuis le mois de mars dernier. Ce départ signe l'avant-dernière étape du départ définitif de la force antiterroriste Barkhane du Mali dans un contexte donc d'insécurité persistante et de crise diplomatique entre Bamako et Paris. Au Mali, où la junte au pouvoir annonce la création d'une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution. La rédaction se fera sous le contrôle des militaires. La commission qui va être formée sera composée notamment d'un président, de 2 rapporteurs et d'experts. Cette instance disposera d'une durée maximale de 2 mois, selon le décret présidentiel, pour élaborer l'avant-projet de la loi fondamentale. Samantha Saberou Saboubanga. Après une prorogation de 2 ans de la transition au Mali, la junte au pouvoir ambitionne d'élaborer une nouvelle constitution. En effet, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a signé dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 juin 2022 un décret portant sur la création de la commission de rédaction de la nouvelle loi fondamentale du Mali. Une nouvelle constitution, cela se comprend aisément en ce sens que tous les régimes successifs de l'ère démocratique du Mali ont tenté de réviser cette constitution du 25 février 92, mais n'ont pas réussi à le faire. Le régime sous Alpha Oumar Konaré, le régime sous Amadou Toumani Touré, le régime sous Ibrahim Boubacar Keïta, la transition sous Dioncounda Traoré, tous ces différents régimes successifs n'ont pas réussi à faire la révision de cette constitution du Mali. D'où, pendant les assises nationales de la refondation, le peuple s'est exprimé pour la mise en place d'une nouvelle constitution. Les membres de cette commission, qui vont travailler pendant 2 mois sous l'autorité du président de la transition, présenteront un avant-projet de loi et rendront une proposition de texte de loi dans les 2 prochains mois. Mais d'ores et déjà, en tenant compte de certaines recommandations phares des Assises nationales de la refondation, on peut deviner des points qui vont être certainement pris en compte dans cet avant-projet. Je pense notamment au mécanisme de décision du président de la République en cas de forfaiture, l'instauration du scrutin proportionnel au niveau des législatives, la participation des Maliens établis à l'extérieur aux législatives et des dispositions notamment qui vont toucher la mise en place d'un organe indépendant de gestion des élections. Ce décret présidentiel rendu public 5 jours après l'annonce d'un nouveau délai de la transition de 24 mois intervient alors que la junte et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont toujours en discussion sur la durée de la transition.
Retour à présent sur le dialogue de Tanger organisé en partenariat avec le ministère marocain des Affaires étrangères et l'Alliance des civilisations des Nations Unies. La rencontre s'est tenue le 10 juin dernier au Maroc et a rassemblé plusieurs personnalités venues du monde entier. Toutes ont voulu porter une réflexion sur la coexistence interreligieuse et sur le dialogue interculturel. Séverin Douqueux. Le Maroc se positionne comme un laboratoire de mixage culturel, un facteur de développement. Dans un contexte marqué par une géopolitique en mutation perpétuelle, où l'ouverture au monde est un impératif, la cohabitation pacifique à travers le respect mutuel et l'acceptation de l'autre sont de l'avis de plusieurs observateurs des facteurs qui favorisent le développement. L'alliance est nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, à un moment si particulier de l'histoire où les certitudes bougent, où la géopolitique se réécrit, et où les causes à l'origine même de la création de l'Alliance des civilisations connaissent une résurgence sans précédent. Nous vivons une époque de transformation profonde qui nous invite à examiner le monde extérieur d'un œil et se livrer à un exercice d'introspection de l'autre. Une politique mise en lumière au dialogue de Tanger, un rendez-vous d'échange entre les civilisations et autres cultures du monde. Dans un contexte marqué par une promotion des discours de haine et de violence, le dialogue de Tanger trouve sa raison d'être dans l'impératif de dépassionner les débats sur les appartenances religieuses et autres considérations culturelles. Nous devons partir ensemble à la reconquête de la raison et des valeurs qui fondent la légitimité d'un espace de convivialité où les mots dignité, justice et liberté auront à s'exprimer de la même façon et à se conjuguer avec les mêmes exigences, quelles que soient nos origines, nos cultures et nos spiritualités. Au terme du dialogue de Tanger qui s'est tenu le 10 juin 2022, sur le thème Vers une nouvelle lumière partagée, le Maroc a décidé d'abriter la 9e Alliance des civilisations des Nations Unies cette année. Monica Gueindo prend la tête de l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La Première Dame de Namibie a été élue au cours de la 26e Assemblée générale de cette organisation, tenue du 9 au 10 juin dernier à Brazzaville au Congo. Son mandat est de 2 ans avec en face plusieurs chantiers prioritaires. On fait le point dans ce reportage de Deva Panzou. Monica Diengos va présider l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement pendant les 2 prochaines années. C'est au terme de 2 jours de travaux de la 26e Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu du 9 au 10 juin 2022 au Centre international de conférence de Kintélé que la Première Dame, bien que absente, a été désignée par ses consoeurs. Now more than ever, Maintenant, plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour construire une organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, financièrement et organisationnellement résiliente. Nous aurons besoin de vos contributions financières et intellectuelles. Chacun de nous a un rôle à jouer et nous comptons sur votre soutien accru. La Première Dame de la Namibie a ainsi succédé à la Congolaise Antoinette Sassou Nguesso qui a présidé les destinées de cette organisation durant les 2 dernières années. La Première Dame de la République démocratique du Congo, Denis Tshisekedi, occupe la vice-présidence. L'année 2022 constitue la 20e année d'existence de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement qui a voulu la célébrer sous le thème « 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique ». Par ailleurs, j'exhorte toutes mes sœurs, malgré le contexte difficile que nous traversons, à honorer leurs engagements relatifs à la consolidation des finances de notre organisation. Pour que la nouvelle présidente, avec notre concours à toutes, puisse entamer la matérialisation de l'événement de récolte des ressources financières, à savoir la tenue du gala de charité dans un pays africain. En 2002, les Premières Dames d'Afrique se sont réunies pour former l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, avec l'objectif d'être une voix unie pour les citoyens africains les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants vivant avec et affectés par le VIH et le Sida. Au fil des ans, l'organisation a évolué pour devenir une institution capable d'offrir un leadership à l'échelle du continent en termes de plaidoyer dans les domaines du VIH et d'un large éventail d'interventions en matière de santé maternelle et infantile.
À quelques jours de la fête nationale des Seychelles, le 29 juin prochain, nous avons décidé de nous arrêter un instant sur la situation économique et politique de cet archipel de l'océan Indien, un pays qui, sur le plan du fléau de la corruption qui gangrène le reste du continent, eh bien, les Seychelles sont perçues comme l'État le moins corrompu à l'échelle continentale d'après le classement de l'ONG Transparency International. Nathalie Mo. Pour la 4e année consécutive, les Seychelles ont l'indice de perception de la corruption le moins élevé du continent africain en 2022. Des observateurs mettent cette performance à l'actif de la commission anticorruption créée en 2017. Cette instance a multiplié les procédures judiciaires contre des personnalités publiques accusées de corruption. L'affaire du détournement de 50 millions de dollars, dans laquelle l'ancienne première dame des Seychelles, Sarah René, est impliquée, est l'une de celles qui défraie la chronique dans le pays. Il y a une nouvelle institution, il y a une nouvelle loi. Si vous regardez en 2016... L'un de nos plans importants est d'examiner l'application de la loi dans le secteur public. Nous nous pencherons également sur la consolidation de la déclaration de patrimoine, une responsabilité confiée à notre institution en avril 2021. Bientôt, de nouvelles affaires seront portées devant les tribunaux. Et l'air où voit l'offense qui n'est arrivée. La loi anticorruption des Seychelles, adoptée en 2016, confère le pouvoir à la commission de lutte contre ce fléau, de prévention, mais aussi d'instruction des dossiers soumis à la juridiction pénale. Sur le plan de la prévention, des programmes scolaires sont mis en place pour sensibiliser les Seychellois contre la corruption dès la base. Grâce à nos programmes d'éducation, les gens sont de plus en plus conscients de ce que constitue une pratique de corruption et ils nous les signalent après les séances. Il faudra du temps pour éliminer la corruption dans le pays, mais un travail que nous continuons d'évaluer en révisant nos statistiques à la fin de l'année. La prévention est la partie la plus importante de notre travail et contribuera à réduire les cas à thème. Les Seychelles, soupçonnées d'abriter des paradis fiscaux, ont ratifié des instruments juridiques pour lutter contre l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent dès 2006. La commission anticorruption de l'État insulaire est placée sous le contrôle du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique orientale et australe. Les organisations internationales craignent que la croissance en Afrique subsaharienne ne parvienne pas à décoller. En cause, une politique insuffisante, mais aussi de nouveaux chocs externes qui ont aggravé une situation déjà fragile, et c'est notamment le cas en Afrique de l'Ouest. Amenedji. Les effets persistants de la pandémie mondiale et du récent conflit russo-ukrainien compromettent le rebond économique de la zone ouest africaine, qui s'attend à une croissance de 4,2% en 2022 et 4,6% en 2023 contre 4,3% en 2021. Selon la Banque africaine de développement, certains pays, bien qu'éprouvés par la Covid-19, ont su faire preuve de résilience avec de bonnes perspectives. Le Bénin a bien résisté à la crise Covid. C'est l'un des pays qui a réussi à maintenir des taux de croissance de 3,8-4%. Mais surtout, c'est un pays, on ne le dit pas souvent, qui, en plein cœur de la crise Covid, a quand même eu un rehaussement de sa note, de son rating par les agences internationales de rating. Et puis, c'est un pays qui, pour nous, pourrait, dès 2022-2023, revenir et dépasser des taux de croissance de 6-7%. Et il nous semble qu'il se maintiendrait à ce niveau-là, au même niveau que la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il n'y a probablement que le Niger, peut-être et le Sénégal, qui passeraient largement devant le Bénin. Marché inflationniste, perturbation des chaînes d'approvisionnement et chocs climatiques, mais aussi flambée des cours mondiaux des matières premières ont limité les perspectives de reprise économique des pays ouest-africains. D'après la base, il est important d'impulser une croissance inclusive avec une transition énergétique juste, tout en misant sur le capital humain et la diversification économique. La région, l'Afrique de l'Ouest, regorge d'opportunités. Nous avons en Afrique de l'Ouest, parmi les plus grands producteurs de bauxite, c'est la Guinée, des producteurs d'or, c'est le Burkina Faso, c'est le Ghana. Nous avons en Afrique de l'Ouest les deux plus grands producteurs de cacao. Donc c'est vraiment une région qui est riche, qui regorge d'opportunités. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'être sûr que nous puissions convertir cette jeunesse, ce dynamisme de la jeunesse en force.
Au-delà de la pandémie et des tensions géopolitiques existantes en Afrique de l'Ouest, pour réaliser les objectifs du développement durable, les dirigeants de cette zone devraient envisager une croissance solide, inclusive et durable. Cela part des mesures résolues visant, entre autres, à mieux faire valoir le secteur privé ainsi qu'à mettre un terme aux contraintes de changement climatique. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.